souvent, les gens ne saisissent pas les opportunités. Ils attendent que ça vienne vers eux. Ben, c'est sûr, quelqu'un qui attend, ben, il va se réveiller un jour puis il va dire ah, finalement, le Canada, ce n'était pas une bonne décision parce que c'est impossible de se bâtir un patrimoine. Connaissant un peu la situation de beaucoup de nouveaux arrivants, des fois, on n'a pas le cash flow. En fait, on n'a pas le cash pour acheter une voiture. Surtout qu'aujourd'hui, les prix des voitures, ils sont faramineux. Donc, qu'en est-il des cartes de crédit? Alors, c'est le gros monstre, au fait, pour les nouveaux arrivants. Donc, épargner, ne pas tomber dans le piège de la dette. Maintenant, on a de l'épargne et on veut faire de l'investissement. Donc, selon toi, Youssef, c'est quoi les meilleurs véhicules d'investissement ou bien les meilleurs placements qu'une personne peut choisir pour le long terme, bien sûr? En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ton intérêt pour les investissements a augmenté après l'élection de Trump. Commençons par ça. Les nouveaux arrivants ne peuvent pas construire un patrimoine au Canada. Mythe ou vérité? Est-ce que tu peux nous donner un conseil phare, le conseil que tu vois que c'est le conseil le plus important à donner à une personne qui veut bien réussir financièrement au Canada? Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne et sur le podcast All You Can Say. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, apprêtez-vous à vous ouvrir les yeux sur un sujet qui, pour moi, je le dis, je le répète à chaque fois, je suis pas experte, mais je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui va aider et coach énormément de personnes. Je ne fais jamais de promesses généralement en début d'épisode, mais dans cet épisode en particulier, je vous promets que vous allez sortir avec de la valeur ajoutée. On a avec nous... Préparez vos bloc-notes et vos stylos. Yeah, c'est ça, exactement. Préparez vos stylos, préparez vos bloc-notes. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe L'argent ne dort jamais sur Facebook. Aujourd'hui, on a le fondateur de ce groupe Facebook en personne, Youssef. Oui, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. D'avoir accepté de nous avoir accueillis dans un beau cadre. On est vraiment super excités de faire cet épisode. Ça fait un changement quand même. Donc, ça nous fait un changement de cadre. C'est la saison 2, donc c'est parfait. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vrai. C'est réel. Hein? Tout à fait. Alors, Youssef, tu sais que moi, je ne suis pas sur Facebook normalement, mais j'ai gardé mon compte Facebook pour le groupe. Tu sais que j'entends très souvent ça, des gens que je croise qui me disent « J'ai Facebook juste pour ton groupe. » C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. L'argent ne dort jamais. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce groupe-là, allez chercher sur Facebook. L'argent ne dort jamais. C'est un fou. Sincèrement, moi, à chaque fois, j'envoie Yacine des situations. Des screenshots de situations parce que c'est intéressant. Youssef. Oui. Alors, la première question, la question d'habitude, c'est qui est Youssef? Donc, tu fais de la présentation? On aimerait savoir qu'est-ce que les autres ne savent pas. Ah, voilà, ok, c'est bon. Donc, Youssef, c'est à la base un Algérien d'origine qui est venu s'installer ici au Canada avec ses parents, qui a fait ses études ici au Canada. Tu es là depuis combien de temps? Nous, on est arrivés en 96. Donc, ça fait presque 30 ans. Des années. En fait, après 20 ans, tu arrêtes de calculer. Non, c'est trop. Là. Exactement. Donc voilà. Donc, j'ai fait mes études ici en finance et en comptabilité à l'Université d'Ottawa. Je ne savais pas trop dans quoi je voulais me diriger. Et au final, après les études, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant 3 ans à titre de banquier personnel. Donc, j'ai aidé les gens avec leurs finances pour ce qui est des placements, financement d'achat de maison. J'avais aussi des petits entrepreneurs aussi que j'aidais dans leurs finances d'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité d'enseigner au Collège Montmorency, donc l'endroit où on est en ce moment. Et c'était vraiment un peu par hasard parce qu'au départ, ils cherchaient plus un prof à temps partiel, mais au final, ça s'est avéré que c'était un poste temps plein qu'ils avaient besoin. Et moi, j'avais toujours donné un peu des cours à l'université. J'étais assistant prof. J'ai toujours fait un peu de tutorat. Donc, j'ai eu toujours ce petit goût-là de partager, d'aider les gens, etc. Et là, c'était la possibilité d'enseigner les finances. Donc là, c'était encore mieux parce que c'était le domaine qui m'intéressait avec l'éducation. Donc, j'ai pu combiner un peu mes deux passions. Et à la base, c'était pas du tout le plan de carrière, là. Moi, c'était plus Wall Street, courtier en bourse et tout ça. J'allais chercher mon titre de CFA et au final, je me suis vraiment tourné vers l'éducation. Ça me motivait beaucoup plus aussi le matin. Quand on est conseiller, on travaille quand même pour une institution bancaire.
quand même des objectifs de vente, tout ça derrière. Tu te lèves le matin, mais c'est pas très valorisant, disons, comme travail, même si j'adorais aider les gens, les rencontres clients. Mais c'est tout le à côté que j'aimais moins. Il fallait vendre des produits, des assurances, des cartes de crédit, etc. Et vu que j'ai eu l'opportunité d'enseigner, ça, c'était vraiment ma vocation et c'était une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Donc, Youssef, j'ai une question. On a parlé rapidement de ta formation, mais pourquoi tu as choisi les finances comme formation? Est-ce que c'était par choix ou bien c'était juste... En fait, c'est par hasard parce que à la base, moi, mes parents sont ingénieurs informatiques. Donc, je me suis inscrit en génie informatique. Et au final, je suis nul avec l'informatique, donc j'aurais vraiment pas été dans mon élément. Et par chance, j'avais eu un cours de finance à l'université, un cours au choix. Et c'est vraiment le déclic que j'ai eu avec ce prof qui m'a donné un peu le goût d'en apprendre plus. Et j'ai tout de suite fait un changement de programme. Et là, une fois que tu baignes dans les finances, plus j'en apprenais, plus ça m'intéressait. Et au final, c'est ça. Donc, c'est presque la même histoire que moi. Parce que moi aussi, j'ai fait une formation en finance. Mais au début, quand j'étais au lycée, je ne m'intéressais pas aux finances. C'était pas ma vocation. Je voulais faire médecine ou autre chose. Mais après... C'est venu par hasard, mais après, j'ai bien aimé les finances. C'est un domaine, bien sûr, que... Au départ, on y va avec un peu notre entourage. Moi, c'était mes parents, donc j'allais vers des domaines naturellement où je devais aller, mais au final, j'ai préféré choisir un domaine qui m'intéressait, donc bifurquer un peu, puis au final, c'est ça. L'enseignement, ça a été encore plus. Donc c'est un peu ça. Puis, tu as ouvert le compte Facebook. L'argent ne dort jamais, qui aujourd'hui est un compte qui abrite plus d'une centaine de milliers, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, centaines de milliers de personnes hyper actifs là. C'est tous les jours. Il y a des. C'est pas, on faisait partie de groupes Facebook, mais celui-là, il est très, très, très actif, littéralement tous les jours. Puis les membres de ce groupe-là, ils sont engagés, ils s'aident. C'est ça, en fait, que j'aime bien, c'est qu'on donne une situation financière et puis il y a tout le monde qui apporte son expertise ou son expérience de vie pour apporter des solutions. Donc, tu as créé, au fait, une belle communauté autour de ça. Puis, en fait, c'était un peu par hasard parce que j'ai créé le groupe Facebook. Je voyais qu'il y avait en 2019, donc ça fait maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans. J'avais vu qu'il y avait une tendance parce que les pages Facebook, j'avais créé une page initialement, mais les pages Facebook, en fait, c'est à sens unique. Donc, je partage du contenu, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'aide, d'échange avec des gens. Et ça ne donne pas la possibilité non plus aux gens de poser des questions. Et là, j'avais vu vraiment qu'il y avait un changement dans l'algorithme de Facebook où les pages il fallait payer en fait pour avoir de la visibilité, alors que Facebook voulait encourager les groupes pour justement la rétention des utilisateurs. Et donc, c'était une décision que j'ai prise de dire, je préfère ouvrir un groupe. Et le nom aussi, il est venu un peu par hasard, mais au final, ça a été le meilleur nom. C'est vrai. Au début, je me suis dit, je vais y aller avec le premier nom qui me venait en tête. Ça peut bien faire un titre d'un livre. Oui, au final, oui. D'ailleurs, j'ai fait un poisson d'avril où j'avais fait la couverture du livre L'argent ne dort jamais. Les gens pensaient vraiment que c'était mon livre. C'est un jour. J'ai la couverture encore, elle est prête. Donc c'est ça. Donc ça, c'était en 2019. Mais au début, j'ai commencé, j'étais tout seul. J'ai invité un peu mon entourage. Donc c'était vraiment une communauté qui commençait avec un très petit nombre. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment parce que je voulais vraiment qu'il y ait de l'interaction. Donc, j'ai vraiment amené les gens à poser des questions. Je faisais des concours, je faisais des activités, des jeux. Donc, j'ai essayé de rendre ça le plus intéressant possible. Au début, c'était pratiquement que moi qui publiais. Donc, ça ressemblait finalement à une page Facebook. Mais le fait que j'avais créé un environnement quand même sécuritaire où il y a eu des professionnels aussi qui sont rajoutés. Donc, le niveau de réponse était intéressant. Donc, ça a fait en sorte que les gens étaient à l'aise aussi à poser. Et plus les gens posent des questions, plus ça amène d'autres questions. Et les gens voyaient vraiment qu'il y avait une ambiance d'entraide qui était un peu à mon profil. Donc, je pense que j'ai ramené un peu la touche et c'est ça qui a fait le succès. Et après, les gens, en fait, plus la page devenait intéressante, plus les gens invitaient leurs amis, leur entourage. Donc les gens sont sur le groupe, mais en fait...
leur entourage aussi fait partie, parce qu'au final, les gens invitent. Ah ouais. Et c'est vraiment de façon organique que ça s'est fait sur les années. Donc ça, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je le promouvois même plus, le groupe, parce qu'il se promouvoit tout seul. Tout seul, exactement. C'est le go-to en français. Et ce que j'aime beaucoup sur le groupe, c'est le partage d'expérience. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui partagent leur expérience avec soit des investissements, soit des expériences financières. C'est très intéressant, c'est fascinant. Et la force de ça, c'est que ça amène les gens à avoir un déclic. Parce que souvent, les finances, c'est pas un sujet que les gens aiment ou... un sujet tabou parfois. Ouais, c'est ça. Donc souvent, ils vont soit procrastiner, soit ça va pas les intéresser. Mais quand ils voient d'autres gens poser des questions, donc ça les interpelle, là, ils deviennent plus curieux. Ils disent, pourquoi les gens investissent et moi, je le fais pas. Je vois les gens investir en immobilier, faire des placements en bourse, etc. Donc souvent, ça crée des déclics chez les gens. Tout le monde parle de régime d'épargne études. J'ai un enfant, j'en ai pas. C'est pas normal. Donc les gens, ça les amène à prendre action. Et ça, c'est vraiment je reçois vraiment pratiquement tous les jours des témoignages de gens qui me disent ton groupe a changé ma vie parce que grâce à ça, j'ai pu faire ci, ça. Ça les a mis en action. C'est pour ça que j'aime beaucoup les partages d'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents par rapport à plusieurs questions en investissement. Il s'agit de l'argent, mais quand ils voient qu'il y a un retour d'expérience positif de plusieurs gens, j'ai vu pas mal d'histoires. Là, on commence à croire. Je peux le faire moi aussi, c'est faisable. Donc, c'est vrai. Donc, et puis souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Donc, l'inconnu, souvent, inquiète. Et là, on parle en plus d'argent. Donc, là, les gens sont encore plus méfiants. Ils ne veulent pas investir dans n'importe quoi. Donc, souvent, ça rassure aussi les gens. Puis, ça leur enlève les peurs qu'ils peuvent avoir au niveau de l'investissement. Et aussi, il y a beaucoup de sujets aussi qui touchent l'endettement. Parce qu'on sait la population canadienne est quand même très endettée. Donc, ça amène aussi les gens à se questionner par rapport à l'endettement, les différentes solutions qui s'offrent à eux. Puis, ça motive les gens à peut-être plus s'intéresser à leur budget, à payer leur carte de crédit, etc. Parce que là, ils voient justement les conseils en lien avec ces sujets-là. Donc, ça motive les gens à vraiment prendre action. Puis, au fil du temps, il y a eu Éduc-Finance qui est né. Exactement. Ouais. Donc, raconte-moi l'histoire un peu. Bon, l'histoire d'Éduc-Finance, c'est que justement, en voulant aider les gens, en fait, j'ai voulu créer un outil concret parce que c'est bien, je veux gérer mes finances, je veux en apprendre, mais je commence par quoi? Et je sais que pour que les gens, justement, se mettent en action, donc la communauté fait partie de la solution, mais très, très rapidement, les gens veulent avoir des outils pratiques aussi. Donc, j'ai voulu créer une application mobile que les gens peuvent télécharger qui s'appelle Éduc-Finance, qui aide vraiment à structurer les finances, à voir son budget, sa situation financière dans un seul endroit. Et j'ai voulu vraiment rendre ça simple à utiliser, ludique, intéressant à faire pour motiver les gens à le faire. Donc Éduc-Finance est né un petit peu par rapport à ça, donc de créer un outil pratique. C'est toute une aventure, créer une application mobile. On pourrait faire un épisode juste là-dessus parce que c'est énormément de travail, tout un projet. J'ai la chance d'avoir un ami qui est développeur, donc qui a embarqué dans le projet aussi. Donc, c'est pas moi qui s'occupe de volet informatique. Donc, ça prenait vraiment quelqu'un qui avait du talent dans ce domaine-là. Mais moi, j'amène vraiment le contenu. Mais il a fait un beau travail. J'ai vu l'application, elle est vraiment très ergonomique, facile à utiliser. Et c'est souvent ça, les gens qui veulent, c'est la facilité, la simplicité. Et moi, ça me fait plaisir quand les gens me disent « Ah, l'application, elle est simple à utiliser » parce que c'était ça le but. C'est d'offrir un outil simple. Et ça aide justement les gens à économiser, à investir, à vraiment faire le suivi de leurs finances. Et en parallèle à ça, en fait, les gens, ils avaient un outil, mais ils voulaient aussi apprendre. Et malheureusement, dans notre système éducatif, puis je fais partie un peu du système parce que j'enseigne au collège, mais dans notre système, il n'y a pas de cours ou de formation pour quelqu'un qui veut s'informer, ou en tout cas, il y en a très, très peu. Pour les finances personnelles? Exactement. Donc, en fait, il y a des cours, mais c'est plus pour les gens qui veulent aller travailler dans le domaine. Donc, c'est plus offert pour les gens qui ont un parcours dans ce domaine-là. Mais à titre, disons, personnel, c'est pas enseigné dans notre système où il y a, secondaire 5, il y a peut-être un 30 heures de cours sur les finances, mais c'est une petite base. Et donc, pour les gens, la population générale, les gens apprennent un peu par eux-mêmes, essais-erreurs. S'ils ont eu des parents qui étaient bien éduqués, ils vont leur transmettre, mais la part des gens apprennent vraiment par eux-mêmes.
Et donc, on me contactait beaucoup pour justement offrir des formations. Donc, durant la pandémie, j'ai décidé de créer une formation en ligne que les gens peuvent faire. Donc, c'est un programme sur 5 semaines. Et j'aide les gens vraiment étape par étape à revoir leurs finances, optimiser leur fiscalité. Ça, c'est un sujet aussi que les gens négligent. Donc, le fait d'optimiser la fiscalité, après, on peut... je montre un peu le volet placement aussi, comment investir par soi-même. Et maintenant, depuis les dernières années aussi, c'est devenu très facile d'investir en ligne. Donc, les plateformes sont devenues très accessibles à plusieurs, gratuitement même, des plateformes gratuites au niveau des transactions. Donc, ça rend... le domaine des finances s'est démocratisé, c'est devenu beaucoup plus accessible. Donc, les gens veulent être orientés, veulent avoir les bonnes informations pour ne pas faire des erreurs à ce niveau-là. Donc, c'est un peu comme ça que EducFinance est né et s'est développé avec les années. C'est un outil avec une formation en parallèle pour... Parce que c'est vrai que les gens, ils ont vraiment besoin de... Ils cherchent l'information, comme tu dis. Et puis, des fois, c'est sûr, là, aujourd'hui, on est dans l'abondance de l'information. On peut en trouver partout. Mais des fois, on a quand même besoin de quelqu'un qui nous prend par la main pour aller cibler la bonne information. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et les bonnes actions à prendre, en fait. Oui, c'est ça. Ça se fait, en fait, étape par étape. Qu'on veut structurer nos finances, qu'on veut optimiser notre fiscalité, en fait, il y a des éléments à valider ou à vérifier. Et ce qui est intéressant en finance, c'est que ce n'est pas une règle générale pour tous. Exactement. Que vraiment, chaque famille, chaque foyer a une situation particulière. Il y en a qui ont un héritage, d'autres qui ont des crédits, d'autres qui ont des enfants, pas d'enfants, etc. Donc vraiment, c'est au cas par cas. C'est pas une science exacte, en fait. Oui, puis les gens, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont aller voir un professionnel, un conseiller. Mais des fois, le conseiller, il est là pour te vendre des produits. Au final, il travaille pour la banque. Ouais, il a des objectifs pour l'avoir déjà eu, ce poste-là, donc je sais c'est quoi. Des fois, c'est bien aussi de s'informer soi-même avant d'aller rencontrer le professionnel, soit pour gérer une partie soi-même, soit pour au moins valider que les produits qu'on nous offre, c'est pertinent de notre situation ou pas. Donc, faire confiance à des professionnels aveuglement... généralement, ça n'est pas le conseil. Sur s'informer. On parle de s'informer, tu as cité les enfants tout à l'heure. Ouais. Donc, Youssef, je sais que c'est grâce à ta formation aussi que tu as, bien sûr, ramassé, tu as collecté toutes ces informations, ton engouement aussi pour le domaine. Mais est-ce qu'il y avait une partie de ton éducation quand tu étais enfant, avec les parents, en famille, qui t'a aidé à avoir ce réflexe, à bien gérer un peu les finances ou des choses? À être bon avec l'argent, en fait. Oui, en fait, moi, j'ai toujours vu mes parents faire attention justement à la gestion de leur argent, être économe, à pas faire n'importe quoi. Donc, pour ça, je disais, l'éducation qu'on a, souvent, elle vient de l'éducation qu'on a eue par rapport à nos parents. Donc, ce volet-là, je dirais gestion budgétaire, investissement, placement. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu, justement, par mes parents. Mais on me l'a montré par l'exemple, en fait. C'est que j'ai toujours vu mes parents faire attention. On s'est toujours permis de voyager quand même régulièrement. Et pourtant, on est une famille de 4 enfants. Donc j'ai été un peu... j'ai grandi un peu dans ça. Puis le fait que je me suis moi-même formé par la suite, ça m'a amené... à un niveau supérieur. Quelque chose que, par contre, je n'ai pas eu de mon éducation, que j'ai dû moi-même apprendre, c'est vraiment le volet entrepreneuriat. Donc ça, je n'ai pas de gens dans mon entourage qui sont entrepreneurs. Donc ça, j'ai dû apprendre par moi-même en lançant des projets comme celui d'EducFinance. Et là, j'ai dû m'entourer ou du moins de m'inspirer un peu des entrepreneurs qu'on voit. Et c'est un peu ça l'avantage maintenant d'Internet, c'est qu'on peut s'inspirer vraiment des gens qui ont des entreprises, qui partagent un peu leur expérience, leur savoir. Donc ça, je l'ai appris un peu par moi-même. Je n'ai pas eu forcément d'éducation financière là-dessus. Et moi, je le vois au collège, j'ai des étudiants, tout de suite, je vois que leurs parents sont entrepreneurs parce qu'eux-mêmes... Ils ont cette fibre. Exactement. Ils sont ambitieux, ils sortent un peu du lot, ils sont toujours en train de poser des questions, ils sont plus curieux, plus fonceurs, ils sont prêts à prendre des risques. Quand on grandit dans une famille où, justement, on est plus... on vise plus la sécurité, un emploi stable, conservateur, le fonds de pension, régime. Donc ça, c'est un modèle, mais j'ai dû me battre, en fait, pour comprendre au fait qu'il existait d'autres modèles et ça m'a attiré aussi et je me suis découvert un peu là-dedans. Là. Oui. Écoute, Youssef, notre auditoire ou les gens qui nous regardent notre chaîne sont souvent des personnes qui comptent venir s'installer au Canada, ou bien des personnes qui se sont venues
et qui sont venus et qui sont installés au Canada. Ouais. Et je pense la chose qui se demande le plus, nous aussi, on s'est demandé cette question quand on est venu les premières années, je dirais, c'est quoi les pièges? Parce que le système financier ici, il est un peu différent. Ouais. Il est quand même différent de notre système de nos pays. Ouais. On aimerait savoir c'est quoi les pièges financiers à éviter pour cette catégorie de gens qui sont nouveaux au pays. Ouais. Ben, c'est sûr, le premier élément, on est dans une société de consommation, donc de ne pas tomber dans le piège de la consommation, puis le volet crédit aussi. Donc, si on achète beaucoup à crédit, on achète aujourd'hui, mais on paye dans 6 mois, dans 1 an, on paye toujours plus tard. On est toujours en train de reporter à plus tard. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'au final, on se crée des besoins que forcément on n'a pas, ou qu'on ne devrait pas forcément avoir, ou qu'on n'a pas les moyens de se permettre. Donc, beaucoup de gens, justement, tombent facilement dans ce piège-là du Nous crédit. aussi, hein. Oui, je confirme. Quand on était venu, on nous a donné une carte de crédit de 2000 $, mais on a pensé que c'était 2000 $ qu'on avait. D'argent. Exactement. Et donc, on commence à nous faire plaisir parce qu'on se dit, mais on mérite, tu sais. On vient d'arriver ici au Canada, c'est un nouveau pays. On est en Amérique du Nord, c'est des choses qu'on voyait dans les films. Et viens, on va aller acheter cet écran, viens, on va aller faire ce voyage. C'est permis de faire pas mal de choses, des folies. Exactement, on a fait plein de folies, mais après on se dit, oups, il faudra rembourser tout ça. Exactement. Donc, c'est revoir un peu ses besoins, finalement, là, de besoins essentiels et les besoins non essentiels. Et on est poussé, justement, beaucoup pour l'achat par impulsion. Tu achètes des meubles maintenant, paye plus tard. Donc, tu sais, on te pousse à ça. Les véhicules, qui est une des grosses dépenses chez les familles, ben, tu achètes un véhicule, on va t'encourager, disons, à acheter un véhicule neuf. 3, 4, 5 ans après, tu as le vendeur qui t'appelle pour « Ah, est-ce que tu veux, il y a un nouveau modèle? » Puis tu finis par vivre, en fait, d'un crédit à l'autre. Ouais. Mais quand on vit à crédit, malheureusement, c'est qu'il y a de l'argent qu'on perd parce que c'est énormément d'intérêts. Tu vois, donc, pour donner une idée un peu aux gens, un véhicule qui coûte 30 000 $, mais en réalité, il ne te coûte pas 30 000 parce que si tu rajoutes les intérêts, au final, il te coûte 40 000 $. Donc, tu as un tiers de la valeur que tu viens de jeter par la fenêtre parce que tu as acheté à crédit. Alors que c'est beaucoup plus intéressant de dire, ben, j'achète un véhicule, je veux le faire durer le plus longtemps possible. Et pendant cette durée-là, j'économise de l'argent. Comme ça, mon prochain achat, je l'achète au comptant, qui répond à mes besoins, mais que je n'ai pas besoin forcément de financement. C'est ce que tu conseilles aux gens une fois qu'ils arrivent ici? Ah oui, c'est d'essayer de garder les véhicules le plus longtemps possible et d'éviter de tomber dans ce piège-là d'acheter les véhicules. Et tout le marketing est fait. Hein. Je vais te dire, Youssef, connaissant un peu la situation de beaucoup de nouveaux arrivants, des fois, on n'a pas le cash flow. En fait, on n'a pas le cash pour acheter une voiture. Surtout qu'aujourd'hui, les prix des voitures, ils sont faramineux. Exactement. Donc, tu peux acheter le premier véhicule à crédit, mais pas le changer à la fin. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, dès qu'ils finissent leur dernier paiement, ils sont déjà dans le paiement du prochain. Donc, pour eux, avoir un paiement d'auto, c'est normal. Tu sais, puis c'est un peu dans le système, tout le monde a des paiements d'auto, mais c'est pas normal que tout le monde ait des paiements d'auto, parce que si tu as un paiement d'auto, ça veut dire que tu as financé ton achat. Ou tu es en location, parce que ça aussi, c'est un autre système ici, c'est qu'on te motive aussi à acheter parce qu'on te vend le concept que tous les 3-4 ans, tu peux changer ton véhicule. Donc, c'est des offres intéressantes, mais tu payes quand même des intérêts. Ta voiture, elle se déprécie. Donc, il y a quand même des contraintes ou, disons, des désavantages par rapport à ça. Donc, tu peux acheter un nouveau arrivant, il peut acheter le premier véhicule à crédit. Mais par contre, une fois que le paiement est fini, après 5 ans ou 7 ans de crédit, tu gardes ta voiture. Et le paiement que tu faisais, tu l'envoies dans un compte d'épargne. C'est un paiement de 500 $. Continue à garder la même habitude. Ça rentrait déjà dans ton budget avant. Donc, pourquoi ça rentrerait plus tout d'un coup dedans? Et le 500 $ que tu mets de côté, dans 3-4 ans, tu vas avoir déjà la somme économisée pour acheter le prochain. Et là, tu as pu acheter le premier à crédit, mais après, ça y est, tu n'as plus besoin d'acheter à crédit. Le réflexe qu'on a, en fait, c'est qu'on se dit, on va prendre une voiture à crédit, par exemple, en 5 ans. Psychologiquement, on se dit que la durée de vie de cette voiture, c'est 5 ans. Exactement. Alors que non. C'est peut-être 10-15 ans facilement. Là, si tu as un véhicule et que tu entretiens et que tu gardes et que tu achètes un véhicule fiable aussi, ça fait toute la différence. Et
Et c'est une forme d'appauvrissement, en fait, les véhicules, parce que ça coûte cher à entretenir. Et acheter un véhicule neuf, c'est aussi plus de dépenses. C'est ça. Ouais, ça perd de valeur dès que tu le sors de la maison, de la concessionnaire. Et qu'en est-il des cartes de crédit? Alors, c'est le gros monstre, au fait, pour les nouveaux arrivants. Oui. En fait, les cartes de crédit, vu que, justement, on nous incite à acheter, si on l'utilise intelligemment, la carte, elle peut être hyper avantageuse parce que tu as des récompenses, tu as des assurances, tu as des protections qui viennent avec une carte de crédit. Donc, quelqu'un qui l'utilise intelligemment, c'est vraiment un outil financier très puissant qu'on peut avoir à son avantage. Mais évidemment, ceux qui utilisent bien la carte de crédit profitent des avantages, mais ces avantages-là sont financés par qui? Par ceux qui l'utilisent mal. C'est vrai. Donc, ceux qui payent des intérêts, ceux qui laissent des soldes traîner à tous les mois, les frais qu'on charge à ces gens-là, au final, c'est de l'argent que profitent les gens qui l'utilisent bien. Donc, dans quelle catégorie vous voulez être? Donc, si vous voulez utiliser intelligemment la carte, vous allez profiter que des avantages et non des inconvénients. Mais si on fait l'erreur ou si on ne se contrôle pas, dans ce cas-là, vaut mieux soit ne pas avoir de carte de crédit, soit d'avoir des cartes avec des limites très faibles. Comme ça, au moins, on ne tombe pas dans le piège de l'endettement. C'est sûr que quand on a des cartes de crédit avec des limites faibles, le désavantage de ça, c'est que ça affecte le score de crédit. Ouais. Mais je préfère affecter un score de crédit que de payer des intérêts dans le vide. En sachant que les cartes de crédit chargent 20-22% de taux d'intérêt en moyenne. Donc, payer des intérêts sur des achats, ça peut être très coûteux. Ce que les gens ne savent pas, très souvent, c'est que si je garde 1 000 $ de solde sur ma carte et que je rembourse partiellement le solde, donc là, j'ai juste 800 $ à rembourser, les gens pensent que si je rembourse 800, qu'on va me charger les intérêts seulement sur la différence. Ouais, 800. Ouais, c'est ça, elle est là? Attends, là, tu as OK? Je continue? En fait, la carte de crédit, si tu regardes dans le contrat, on va te charger des intérêts sur le 1 000 $ jusqu'au remboursement total du solde. Ouais. Donc, même quand tu rembourses les 800 et qu'il te reste 200 $, tu continues quand même à payer des intérêts sur le 1 000 $ jusqu'à ce que tu payes le 200 $ restant. Ouais. En fait, là, je viens de t'apprendre comment Visa, Mastercard et Amex font de l'argent, là, notamment pour ça. Mais parce que tu rembourses toujours la carte de crédit, donc ça change rien. Mais, OK. Ouais. Donc, tu vois, donc ça, on tombe dans le cercle vicieux des intérêts, c'est que, justement, plus on laisse de solde, plus les intérêts continuent de se cumuler. Et entre-temps, tu continues à utiliser ta carte. Donc là, tu rajoutes des nouveaux achats. Donc là, ça peut être vraiment un piège ça, c'est un gros très facile. C'est l'un des premiers C'est le petit astérix qu'on ne voit pas. Et puis, en fait, c'est dans ton contrat de carte de crédit. Que personne ne lise. Ouais, que personne ne lit. Non, personne ne lit, exactement. Donc là, ce qui est mieux, si jamais on n'a pas les moyens financiers ou un mois où on ne peut pas rembourser. Il faut absolument qu'on paye un billet d'avion en urgence pour entrer au pays, par exemple. Donc là, la carte de crédit ne devrait pas être utilisée comme un moyen de financement. Elle devrait être utilisée seulement comme un moyen de paiement pour les avantages qu'elle donne. D'accord. Si tu as besoin de financement, donc tu n'as pas le 200 $ à rembourser, tu vas avoir ton institution financière, on va te proposer soit une marge de crédit, où là, le taux d'intérêt est plus petit, et le taux d'intérêt est calculé sur le solde que tu dois. Donc, le calcul d'intérêt n'est pas pareil. C'est ça la différence. Voilà, parce que la marge de crédit, c'est un moyen de financement. Ou sinon, tu fais un prêt personnel selon le besoin que tu as, que tu rembourses, et là, les intérêts sont toujours sur le plus bas et sur le solde que tu utilises, et là, tu as un paiement fixe à faire à tous les mois. Donc, pour un moyen de financement, c'est mieux une marge ou une carte, ou un prêt. Et la carte, c'est plus un outil pour faire tes achats. Et le but, c'est qu'à la fin du mois, tu reçois le relevé, tu le rembourses. Et pour éviter de perdre le contrôle, ce qui est conseillé, c'est de rembourser progressivement. Donc, exemple, quelqu'un qui gagne un revenu à chaque 2 semaines, chaque 2 semaines, quand le revenu rentre, on paye la carte. Ouais. Ça évite de garder des soldes trop importants parce que souvent, si on laisse à la fin du mois pour payer la carte, souvent le solde est plus élevé, puis c'est là où on a l'impression qu'on est étouffé. Donc, si tu le fais périodiquement, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, ton solde, tu n'as pas l'impression que tu perds le contrôle et tu évites justement de garder des soldes. Ça, c'est intéressant. Donc, là, de piège, on a parlé de la carte de crédit, et le crédit d'auto. Et bien sûr, peut-être aussi, il y a d'autres. Ça, c'est le côté piège d'achat, de consommation. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi pas des pièges, mais des choses que les gens ignorent par rapport à l'épargne
et par rapport aux comptes qui existent au Canada qu'on peut utiliser pour épargner, pour faire une optimisation fiscale et pour faire pas mal de choses. Je vais peut-être poser la question différemment. Supposons que je me mets dans la peau d'une famille qui vient de s'installer ici. Ouais. OK? Le système financier, il est nouveau. Tout est nouveau pour nous, en fait. Ouais. On est payé aux 2 semaines. Chose quand même. Tu sais, comme avant, c'était un salaire mensuel. Aujourd'hui, on est payé aux 2 semaines. Donc, ça change complètement la dynamique financière. Ou à la semaine, parce qu'il y a des gens Ou à la semaine aussi, exactement. Puis déjà, rien que s'adapter à ce changement-là, ça prend un effort. Quel serait le réflexe ou le premier réflexe que devraient prendre les nouvelles familles, les nouveaux arrivants en arrivant au Canada? Ouais. C'est sûr que pour l'épargne, c'est d'automatiser l'épargne. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un revenu qui rentre, c'est de faire un budget puis de dire, je vais automatiquement transférer une partie. Donc, je ne vis pas sur 100% de mon revenu, je vis sur 80, 70%. Donc là, tout de suite, on se met, on va dire, une limite où on ne vit pas sur la totalité de nos revenus. On automatise l'épargne. Donc, dès que le revenu y rentre, on met, disons, 20% de côté, 10% de côté, peu importe le pourcentage, mais on automatise l'épargne. Ça va? Et ça, c'est très facile parce que en ouvrant un compte chèque, on peut ouvrir un compte d'épargne, c'est un compte gratuit, mais séparé du compte chèque, donc dans lequel on va déposer de l'argent. On peut le faire sur son application de banque. Donc déjà, d'automatiser l'épargne, c'est un des meilleurs réflexes qu'on peut avoir. Ça va? Parce que là, on se paye en premier, on finance les études des enfants, on finance sa retraite, on finance le prochain voyage qu'on veut se payer. L'épargne devient un automatisme, et ça, c'est les bons réflexes. Parce que là, ce que ça fait, c'est que vu que j'ai automatisé l'épargne, je peux me permettre de vivre sur le reste. On se sent moins coupable. Ouais. Parce que souvent, les gens, quand on leur parle de budget, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? C'est de dire, je vais me priver. Oui. Si je fais un budget, c'est que je vais devoir comme arrêter de dépenser. Non, c'est juste de trouver... Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste de trouver un équilibre, de dire, je me mets un objectif d'épargne que je transfère automatiquement, et le reste, ça va servir à payer mes factures, à aller au restaurant, à faire plaisir, comme on pourrait dire. Donc là, le fait d'automatiser l'épargne, ça permet justement de continuer à s'enrichir parce que l'épargne sert comme véhicule d'enrichissement. Et le reste, ça finance notre train de vie. Ça va. Donc déjà, d'automatiser ça. Une fois que l'argent est dans le compte d'épargne, vu qu'il s'accumule progressivement, donc à certains moments, il va y avoir des sommes plus importantes. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Ça va? Et là, c'est sûr que ça dépend de chaque situation. Voilà, parce qu'on ne peut pas le laisser dormir trop longtemps. Ça va. On peut le laisser dormir quelques mois, quand le montant n'est pas très important, mais dès que ça dépasse une certaine somme, un compte d'épargne, ça rapporte presque rien. La plupart des comptes d'épargne vont vous donner... des fois, vous allez avoir des taux promotionnels, mais sinon, c'est 0,5, 0,6% de taux d'intérêt. Donc, vous n'allez pas vous enrichir avec un compte d'épargne. Donc, il y a des meilleurs véhicules de placement. Donc là, c'est de se renseigner par rapport aux véhicules de placement qui existent au Canada, lequel est meilleur ou lesquels sont meilleurs. Ça va? Et là, la réponse, en fait, ça dépend souvent du projet qu'on a. Donc, par exemple, si un de vos projets, c'est de mettre de l'argent pour les études de vos enfants ou pour l'avenir de vos enfants, parce qu'on dit les études, mais en fait, l'enfant peut l'utiliser pour d'autres fins. Il peut s'acheter une voiture avec l'argent, il peut s'acheter une maison s'il veut. C'est juste que la condition, c'est qu'il faut que l'enfant fasse des études postsecondaires. Donc, qu'ils fassent des études collégiales ou universitaires. Et ça, il y a un gros avantage, surtout pour les familles, c'est que, qui ont des enfants, justement, c'est que le gouvernement encourage l'épargne études. Donc, le gouvernement donne minimum de 30% de subventions ici au Québec. Donc, forcément, 30% de rendement garanti. En Ontario? C'est 20%. À hauteur de 500. Québec, ils sont plus généreux. Oui, plus généreux parce qu'il y a une subvention provinciale. Mais même le reste du Canada, selon les revenus familiales, donc c'est 30% minimum au Québec, par exemple. Dis-moi des chiffres, par exemple. Supposons que j'ai mis, je ne sais pas moi... $1,000. $1,000, automatiquement, il y a une subvention de $300 qui va se rajouter. Gratuit. Donné. La seule condition, c'est que l'enfant fasse des études. Sinon, le gouvernement reprend les subventions qu'il a mis dans le compte. Et en plus, si le revenu familial est plus faible, donc il y a certains seuils, le gouvernement est encore plus généreux. Donc là, on peut aller chercher un 40, 50, voire 60% de subventions. Et tu peux même avoir accès à des bons d'études où là, c'est de l'argent sans même que tu mets
de l'argent, là, tu peux aller jusqu'à 2000 $ de bons d'études. Ah ouais. Donc, c'est vraiment de l'argent donné juste pour l'ouverture du compte. Quand tu es low income, donc quand tu es à moins de 50 000 $ À peu près, oui. Il y a des seuils fédéraux, provinciaux. Là. Les gens pourraient aller se renseigner un petit peu là-dessus, mais c'est automatique. Donc, les gens n'ont même pas besoin d'appliquer. C'est automatique. Si le revenu déclaré est plus faible, on a accès à des subventions additionnelles. Donc là, il y a vraiment un intérêt pour des parents d'ouvrir ce compte. C'est un des meilleurs comptes qu'on peut ouvrir. Ouais. Parce que 30 % de rendement garanti, ça n'existe pas en investissement. Bien sûr. donc voilà. Donc ça, c'est un des projets qu'on peut avoir. Donc l'épargne qu'on accumule peut servir pour ça. Sinon, il peut servir si on a comme projet d'acheter une première maison. Donc là, il y a le CELI App qui existe depuis 2023, qui devrait être le compte qu'on devrait utiliser en premier si on veut s'acheter une propriété. Donc là, c'est un autre véhicule très avantageux parce que ça donne... 2023 depuis l'année passée. Et l'avantage de ça, c'est que ça donne une déduction fiscale. Donc, ça veut dire que ça réduit le revenu sur lequel on calcule notre facture d'impôt. Donc, ça peut généralement donner une économie, retour d'impôt. Donc, vous avez un incitatif pour te donner des chiffres. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Je voyais dans tes yeux et les chiffres, ça donne quoi, là? C'est quoi l'avantage? Disons que je gagne 70 000 $ par année. Voilà, donc si tu es 70 000 $, tu as un taux d'imposition qu'on appelle marginal, là, donc le palier dans lequel tu te trouves fait en sorte que tu payes entre 35 et 40 % d'impôts. Là, les gens peuvent aller voir les paliers d'imposition, mais disons, c'est autour de ça. Je mets 1 000 $, j'économise 350, 400 $ d'impôts. Ouais. En plus, si j'ai une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mis 1 000 $, aux yeux du gouvernement, j'ai un revenu de 1 000 $ de moins. Donc, au lieu de gagner 70 000, 69. 69. Tu vois? Et là, si tu gagnes 69, peut-être tu peux te qualifier à plus d'allocations familiales. Donc là, en fait, j'ai reçu 350 de retour d'impôts, d'économie d'impôts. Et en plus, mon allocation vient d'augmenter. Donc, j'ai encore plus un incitatif à mettre de l'argent dans un compte déductible. C'est que je réduis mon revenu, donc je suis plus pauvre auprès du gouvernement. Et le gouvernement au Canada et au Québec, dans les provinces, on aide les familles qui ont des plus faibles revenus. Donc, il y a des allocations pour les enfants, il y a les crédits d'impôt, TPS au fédéral, Solidarité au Québec, et on a accès à plusieurs crédits qui dépendent du revenu net familial. Donc, plus ton revenu net familial est faible, plus tu vas avoir des sommes qui vont être versées. Voilà, des aides ou des prestations gouvernementales. Donc, en faisant des placements dans le CELI App, notamment, ça réduit ton revenu, donc tu as un incitatif encore plus intéressant de le faire. Je me rends compte que le système financier, il peut paraître compliqué, au fait, pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas d'éducation par rapport à ça. Ouais. Mais une fois que tu comprends, c'est très avantageux, au fait. Il faut juste que tu profites le maximum de tous les avantages que ça propose. Exactement. Parce que laisser de l'argent dormir, comme on disait, ben, ça ne rapporte rien, tu n'optimises rien, ni ta fiscalité, ni les rendements des placements, ni les projets que tu veux réaliser. Et l'avantage de ça, c'est que ça te permet d'accélérer le processus. Parce que là, j'ai parlé de retour d'argent, mais le retour, on peut aller le dépenser. Ouais. Ou je peux dire, non, je vais le recotiser. Tu vois? Une fois que je récupère l'argent, je le recotise parce que là, ça me permet d'atteindre mon objectif encore plus rapidement. Donc là, l'achat de la maison, peut-être au lieu que ça me prenne 5 ans avant d'accumuler l'argent, peut-être je vais réussir à le faire en 4 ans parce que j'ai optimisé ma fiscalité et les retours que j'ai gagnés, je les ai réinvestis. Donc, ça me permet d'accumuler une mise de fonds plus élevée. Ça me permet de payer le notaire, le taxe de bienvenue, etc. Donc là, ça me permet de finalement accéder à la propriété plus rapidement. Donc, on utilise le système à son avantage, mais surtout pour nous aider à réaliser notre projet plus rapidement. Ouais. Donc, la première des choses à faire, c'est qu'il faut avoir un objectif, il faut déterminer un objectif. Exactement. Et après, on essaie d'atteindre cet objectif à l'aide de l'épargne et des investissements qu'on peut faire. Et là, tu as cité des exemples, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, exactement. Et voilà. Donc, tu as parlé de maison, là, j'aimerais vous poser une question qu'on pose à toutes les personnes qui font du conseil financier. Ouais. Acheter ou louer? Ouais. Acheter ou louer, ça dépend quel achat, évidemment. Si c'est un achat résidentiel où on est 100% seul, c'est sûr que c'est une dépense. Hein. Donc là, il faut évaluer, est-ce que cette dépense-là, est-ce qu'elle rentre dans notre budget? Et surtout, est-ce que c'est un achat qui est essentiel pour nous? Financièrement,
il y a plein d'outils qui existent qu'on peut utiliser pour comparer les deux. Donc, il n'y a pas une réponse universelle où l'achat est meilleur que la location. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, c'est quoi le coût du logement? On sait très bien que dépendamment de la ville, le quartier dans lequel vous habitez, les prix sont complètement différents. Au niveau du financement, ça dépend. Hein. Est-ce que tu finances 95% de la valeur de la propriété? Est-ce que tu finances 80%? Est-ce que tu as une bonne mise de fonds? Ça va avoir un impact sur les paiements. La ville dans laquelle tu vas acheter. Donc, si je vais habiter à Toronto, Vancouver, les prix immobiliers sont quasiment inaccessibles. Si je vais dans un endroit où le prix est relativement faible, peut-être l'achat sera plus raisonnable et le coût du financement sera moindre. Après, est-ce que c'est un bon placement? Parce que c'est souvent ça que les gens se posent. Ils voient la maison comme un investissement, exactement. À long terme, ce n'est pas forcément un placement qui va rapporter de l'argent parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de frais. Souvent, les gens sous-estiment les taxes municipales, les taxes scolaires, je parlais des frais d'intérêt, les réparations. Et ça peut être vraiment un gouffre financier pour certains, là, qui vont justement vouloir absolument acheter une propriété, mais financièrement, ils n'ont pas la stabilité pour le faire. Donc, c'est beaucoup mieux, dans ce cas-là, d'être en location et l'économie qu'on peut faire de l'investir. Donc là, financièrement, des fois, c'est beaucoup plus profitable de faire ça. Après, souvent, c'est un choix personnel. Il y a des gens qui veulent pas rester locataires, que ça leur permet d'avoir chez eux, chez soi, d'avoir un jardin pour les enfants, mais ça a un coût, ça. Donc, il ne faut pas croire que, justement, qu'on le fait à moindre coût. C'est-à-dire qu'il ne faut juste pas se leurrer au fait et dire « j'achète une maison pour mon investissement sur le long terme ou pour mes enfants ou quoi que ce soit. » Non, c'est ça. En termes de rendement, il y a des placements beaucoup plus intéressants. Ce n'est pas le meilleur investissement. Et il y en a d'autres. Oui. Par contre, quelque chose qu'on peut faire entre les deux, c'est de faire un achat avec location. Donc, un duplex, un triplex. Ça, c'est beaucoup plus intelligent parce que là, on devient propriétaire. Donc, on remplit la case de je suis chez moi. Mais en même temps, c'est un immeuble qui n'est pas 100% une dépense. Il y a un pourcentage qui est en location. Donc, un appartement ou 2 appartements. Et là, à ce moment-là, ça finance, ça aide à réduire justement le coût. Et là, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est entretien, ça fait augmenter la valeur de notre bien immobilier, donc forcément le volet location. Donc, moi, je conseillerais plus pour quelqu'un qui a les moyens financiers. Évidemment, le prix d'un duplex, triplex est beaucoup plus élevé souvent que l'achat d'un condo ou d'une maison. Mais comme choix financier, comme pour le volet investissement, là, c'est un choix beaucoup plus intelligent, on va dire. Je suis en train de... En même temps que tu parles, je me suis dit, au fait, mais finalement, notre vision de la réussite, elle est en train de changer, là, parce qu'avant, une personne qui a réussi, c'est une personne qui a acheté une maison. Tu sais, c'est comme un des boxes que tu dois checker absolument, c'est j'ai acheté une maison. Waouh, mon fils a acheté une maison. C'est une réussite pour nous, c'est une fierté pour la famille. Culturellement, c'est le cas, mais je pense que même ici, en Amérique du Nord, le rêve américain, c'est quoi? C'est d'avoir une grande voiture, une grande maison. Et que alors que finalement, tu dis que tout ça, c'est juste une illusion. C'est pas vrai. La raison n'est pas un bon investissement sur le long terme. Pas forcément, comme je dis, ça dépend. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, exactement. Le meilleur investissement. Par contre, pour certaines personnes, c'est de l'épargne forcée. Parce que vu que tu payes une hypothèque, tu as des frais, etc., ça les oblige à épargner, vu que le fait de payer une hypothèque, tu réduis le montant de la dette. Donc, le jour où tu vends ta propriété, tu as une équité dessus, donc tu as une valeur. Mais dis-moi, parce que moi, j'entends souvent que l'immobilier, c'est quand même une valeur sûre, entre guillemets, parce que la maison, elle prend de la valeur sur le temps. Sur le temps. Sur le temps. Sur le temps aussi. C'est-à-dire qu'on a acheté une maison à 500 000 $, dans 25 ans, elle vaudra 1,5 million ou quelque chose comme ça. Oui, à long terme, c'est un bien qui prend de la valeur, mais des placements boursiers aussi, sur le long terme, ça prend de la valeur. Donc, quand tu compares, au final... un investissement. Oui, ça va. D'ailleurs, les placements boursiers, sur le long terme, rapportent généralement plus que de l'immobilier. Hein. Donc, il ne faut pas croire que l'immobilier... et les bonnes années sont passées derrière nous. Donc, est-ce qu'il va y avoir des aussi bons rendements sur l'immobilier dans les prochaines années? On ne sait pas. Bon, on ne le sait pas. Donc, on dit que les dernières années, c'était une anomalie dans le marché. Exactement. Donc, normalement, les prix de maison ne diminueront pas comme avant.
ne vont pas croître autant que ils ne vont pas être plus. Et les gens peuvent, si on peut donner une astuce aux gens, sur le site de l'Autorité des marchés financiers, il y a un calculateur que les gens peuvent utiliser pour comparer justement leur choix. Donc là, ils peuvent mettre leur situation actuelle s'ils sont en location et comparer à un achat éventuel qu'ils veulent faire, puis comparer financièrement qu'est-ce qui est la meilleure option. Donc là, on donne des conseils un peu généraux aujourd'hui, mais les gens peuvent utiliser des outils pour les aider dans leur réflexion. Quoi, le site? Donc, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Okay. On va mettre ça dans la description comme ça. Ouais, sinon, les gens peuvent chercher calculateur, achat, location. Ouais. Ils vont tomber sur un calculateur assez facile à utiliser et qui va leur permettre de faire un calcul. Donc là, on a quelqu'un qui a suivi les premiers conseils, donc épargner, ne pas tomber dans le piège de la dette. Maintenant, on a de l'épargne et on veut faire de l'investissement. Ouais. Donc, selon toi, Youssef, c'est quoi les meilleurs véhicules d'investissement ou bien les meilleurs placements qu'une personne peut choisir pour le long terme, bien sûr? Oui. Donc là, tout à l'heure, on a parlé des comptes. On parlait de régime d'épargne études, de CELIA pour l'achat d'une propriété, pour la retraite, il y a le REER, il y a le CELI, qui peut être un véhicule d'investissement régulier. Donc, eux, ils vont offrir des caractéristiques fiscaux. Donc là, j'ai un retour d'impôt, j'ai des subventions, ça met mes rendements à l'abri de l'impôt. Donc ça, c'est le volet compte, on va dire. Donc, la première étape, lorsqu'on veut faire de l'investissement, c'est de choisir les bons comptes. Parce que beaucoup de gens se sont lancés dans l'investissement, par exemple boursier, en ouvrant le mauvais compte. Et là, ce qui se passe, c'est que si on ouvre le mauvais compte, et qu'on ouvre, par exemple, un compte qui est imposable, on fait des rendements, mais à la fin de l'année, on reçoit un reçu fiscal qui fait en sorte qu'on paye, alors qu'on a la possibilité d'ouvrir des comptes comme le CELI, comme le CELIAP, le REER, qui mettent les rendements à l'abri de l'impôt. Donc là, ça, c'est des erreurs classiques que les gens vont faire, c'est qu'ils vont vouloir justement faire des placements boursiers et ils vont tomber dans ces pièges. Après, le choix du placement, une fois qu'on décide quel compte on veut ouvrir en fonction de nos projets, le choix de placement, c'est sûr, ça dépend beaucoup du profil de la personne, donc de la tolérance au risque de la personne. Pour certaines personnes, la tranquillité d'esprit et le fait de bien dormir la nuit, pour eux, ça, c'est le critère numéro 1. Là, je vois Leïla qui me fait des... C'est moi! C'est moi. Team Leïla. Donc, si on est plus Team Leïla, il existe des véhicules de placement dédiés à ça. Donc, par exemple, vous avez les certificats placement garantis, où là, le capital est garanti, le rendement est garanti. Mais encore là, le potentiel est plus faible. Donc là, ça a un coût, la garantie. La sécurité a un prix. Donc là, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là ou pas? Pour certaines personnes, j'ai dit, ça peut être une option. Ce qu'il faut savoir avec les certificats placement garantis, c'est que l'argent est bloqué. Donc là, il faut être sûr de ne pas avoir accès à l'argent et selon un certain horizon de placement. Donc, si j'investis dans un placement de 5 ans et que j'ai l'intention d'acheter ma maison l'année prochaine, ce n'est pas un bon véhicule de placement. Là, il faut bien avoir établi nos critères au niveau de notre tolérance au risque, au niveau de l'horizon de placement. Donc ça aide beaucoup à déterminer le bon véhicule. Donc, si on est plus prudent, plus conservateur, donc il existe ça comme produit. Sinon, ce qui est très intéressant d'avoir, c'est un fonds, un portefeuille. Et là, des fonds, il en existe des milliers. Donc là, il faut trouver le fonds qui nous correspond. Donc un fonds, c'est tout simplement un portefeuille diversifié avec plusieurs produits de placement à l'intérieur. Donc ça évite de nous-mêmes gérer, choisir les titres à l'intérieur, des actions, des obligations, donc des produits de placement, risqués ou pas. Okay? Et ça, des fonds, on peut aller voir une institution financière. On va nous proposer ce qu'on appelle des fonds communs. Et là, on va établir ton profil. Il existe des fonds pour les gens prudents, où là, le portefeuille va être à faible risque. Ça va bouger. On ne peut pas te garantir le rendement, mais le potentiel de perte est très minime, très faible. Et pour certaines personnes qui ont une tolérance plus élevée, on va leur proposer des portefeuilles d'actions où là, il y a 100% d'actions. Probablement, c'est ça. Ça, c'est le type de profil pour ça. Donc là, à ce moment-là, le risque est beaucoup plus élevé, mais le potentiel de rendement est plus élevé aussi. Et entre les deux, il y a des portefeuilles plus équilibrés où là, on va doser une portion sécuritaire, une portion plus risquée. Donc là, on est prêt à risquer une partie seulement de notre investissement. Voilà. Donc là, les fonds, on peut aller voir notre institution. Quand vous allez voir un intermédiaire, généralement, il y a des coûts. Donc, il n'y a rien, no free lunch, comme on dit en anglais. Donc, si je vais voir un conseiller,
il va me donner les conseils, il va m'appuyer dans ma démarche, il va m'aider à sélectionner le bon portefeuille. Donc, ils vont prendre des frais de gestion plus élevés sur le rendement du placement. En moyenne, on parle d'un frais de gestion d'à peu près 2 Il y a des institutions qui vont charger 2,5, 3 sur des portefeuilles. Mais disons que dans l'industrie, c'est à peu près 2 Ça, c'est annuel. Hein? Et ça, c'est annuel et c'est pris sur le rendement. Donc là, si mon portefeuille... Tu prendras 2 de ta valeur. De la valeur du portefeuille. Donc, si le portefeuille fait 10 puis que je paye 2 au final, le rendement net que je vais avoir, c'est 8 Si le portefeuille perd 10 qu'est-ce qui se passe là? Ah, je n'ai aucune idée. Ils vont charger quand même les 10 donc ton portefeuille, ça va faire moins 12 Ah ouais. Donc, ça fonctionne des deux sens. Les frais de gestion sont systématiques. Là. Ils vont être pris sur le rendement du placement. Ils garantissent quand même un certain... Donc, ils garantissent aucun rendement, mais le risque du portefeuille va dépendre de ton profil. Okay. Donc, c'est sûr, si c'est un portefeuille prudent, c'est impossible que tu perdes 30 parce que ce qui est à l'intérieur de ton portefeuille, c'est des produits risqués, stables. Donc, il y a peu de chances de perdre. Mais on ne peut pas te garantir jamais le capital dans ces cas-là. Donc, ça, c'est les fonds communs. Donc, fonds communs ou fonds mutuels, on appelle ça. C'est avec ton institution bancaire. Okay? Pour quelqu'un qui est un peu plus éduqué et qui veut justement réduire les frais de gestion, maintenant, il y a les fonds négociés en bourse qui peuvent être une alternative. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'on réduit beaucoup les frais de gestion. On parle des fonds négociés là, de 0,10, 0,20 de frais de gestion. Donc, je diminue ma facture de frais de gestion de pratiquement 10. 10 fois moins cher qu'avec un conseiller. Mais par contre, je n'ai pas d'intermédiaire. Donc là, je dois m'ouvrir un compte boursier dans lequel je dépose l'argent, que j'ouvre le compte. Et c'est moi-même qui sélectionne parmi les centaines, pour ne pas dire des milliers de fonds qui existent sur le marché. Je dois en sélectionner un qui me correspond. Et tu dois suivre aussi le marché, non? Oui et non, parce que vu que c'est diversifié, donc normalement, ton but, c'est d'avoir le rendement moyen. Donc, je te dirais, moins tu regardes, mieux que c'est, parce que souvent, quand tu regardes, tu vas être tenté de paniquer ou de vendre ou de t'emballer et commencer à faire des choix plus risqués. Donc, moi, je dirais au contraire, c'est d'automatiser. Donc, ça revient un peu au conseil de tout à l'heure. Plus on automatise, moins on regarde, meilleur notre argent va se porter. Par contre, là, il faut s'éduquer un peu plus parce qu'il ne faut pas faire les erreurs que je mentionnais tout à l'heure. Et il faut sélectionner les bons portefeuilles qui nous correspondent. Donc là, il y a vraiment une offre, une large offre qui est disponible. Donc là, c'est de faire ses recherches avant de sélectionner. Mais le but de le faire soi-même, c'est que justement, on ne passe pas par un intermédiaire. Donc, il faut être prêt à mettre le temps. C'est pas tout le monde qui veut gérer soi-même son portefeuille. C'est pas tout le monde qui est prêt à s'éduquer ou s'informer. Il y a des gens qui ne font pas confiance aussi. Voilà, donc il y a les deux alternatives. Donc moi, je dirais, si vous n'avez pas les notions, vous ne voulez pas vous informer, allez voir un professionnel. Si vous êtes intéressé à mettre un minimum d'efforts dans la gestion et l'éducation, c'est une alternative qui peut être très intéressante. Je réponds à ta question, mais... oui, ça répond parfaitement à la question. Je vois que... Bien sûr, ça satisfait tous les profils parce qu'il y a beaucoup de profils de gens, d'investisseurs qui veulent investir. Exactement. Donc, c'est une famille de placements disponibles, mais là-dedans, il existe tellement de portefeuilles. Donc là, il faut juste faire ses recherches pour sélectionner le ou les portefeuilles qui nous conviennent. Et souvent, on n'a pas besoin d'avoir un seul portefeuille parce que j'ai un portefeuille pour les études de mes enfants, j'ai un portefeuille pour ma retraite, j'ai un portefeuille pour l'achat de ma maison. Donc, je peux investir dans des profils de risques différents selon le projet que j'ai. Ça diversifie un petit peu aussi. Exactement. Puis moi, c'est en train de parler, et je pense, j'espère que je ne suis pas la seule, c'est un monde parallèle, au fait, pour moi, tout ça. Tu sais, comme l'investissement, littéralement, c'est un monde parallèle parce que tout ce que moi, je sais, tu as parlé tout à l'heure d'éducation quand on était petit, moi, j'ai grandi avec des parents fonctionnaires, donc le seul investissement, c'est même pas l'investissement, le seul investissement, c'est la maison, c'est l'immobilier, et on a une retraite sûre. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, les portefeuilles, etc., c'est littéralement un monde nouveau pour moi, mais je pense que c'est important quand même qu'on commence à s'éduquer. Je pense qu'il est temps à commencer à s'éduquer dans ça, surtout qu'on est en Amérique du Nord. Là, on est vraiment dans un monde... C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les Romains font, donc faisons comme les Romains. C'est littéralement. Et moi, je dirais, c'est sûr, si on n'a pas si on ne voit pas l'intérêt, en fait, de
d'investir ou de s'intéresser à ce sujet-là, on est moins porté à le faire. C'est ça. Par contre, si on comprend l'avantage, puis si on vise une certaine liberté financière, parce qu'au final, on a tous un petit peu ça, parce que pourquoi on se lève le matin pour aller au travail? C'est pour gagner de l'argent, mais parce qu'on a des objectifs, puis on veut être à l'aise financièrement pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, la liberté, il faut y consacrer un certain temps. Donc, il faut faire les sacrifices si on veut, mais surtout, c'est qu'il y a des outils à notre disposition. Donc là, c'est comme si on veut atteindre un objectif, mais on n'est pas prêt à s'informer sur les moyens d'y arriver. Donc, on a une destination, mais là, il faut utiliser le bon véhicule qui va nous amener le plus rapidement là. Et je pense que les placements, comme l'immobilier, comme l'entrepreneuriat, parce qu'on pourrait parler de ce sujet-là aussi, sont des moyens d'atteindre ça. Donc, pour toi, la maison est un moyen, un véhicule qui va te permettre C'était une conversation en route, justement. Lui, il me parlait de « Oh, je sais, on va investir dans les actions, etc. » J'ai dit « D'accord, mais qu'est-ce qu'on va avoir concrètement ?» Physique. Bien physique. Non, c'est ça. Mais tu vois, peut-être l'investissement, l'avantage, contrairement à l'immobilier, l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup plus passif comme véhicule. C'est sûr, ça te prend plus de temps parce que c'est de l'épargne que tu mets. Donc, c'est le principe des intérêts composés, c'est que les rendements que ça va générer, c'est un effet boule de neige. Donc, à court terme, tu le vois moins l'intérêt de faire ça, mais c'est à long terme. Donc, l'investissement boursier, c'est à long terme, mais c'est surtout passif parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts à faire. Une fois que tu fais tes recherches pour choisir les bons véhicules, comme je t'ai dit, tu ne le regardes plus après. Si tu fais de l'immobilier, tu as vu, tu as une maison, qu'est-ce que ça demande une maison? C'est de l'entretien, c'est des réparations, c'est toujours des dépenses à non plus finir. On est d'accord. Donc, ça peut être un gouffre financier, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Mais imagine quand tu as de l'immobilier locatif. Tu as un bien physique, tu as ta retraite ou ton plan financier pour être à l'aise financièrement grâce à l'immobilier. Mais c'est de la gestion aussi parce que tu as des locataires, tu as des rénovations aussi à faire. Tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des appels de tes locataires à n'importe quel moment. Donc, il faut que tu sois présent ou présente. Donc forcément, c'est plus actif comme investissement. Mais l'avantage de l'immobilier, c'est que tu as un effet de levier. Donc, tu ne finances pas 100% de l'achat, tu utilises l'argent de la banque pour financer, puis grâce aux revenus de location, ça s'autofinance, mais encore là, c'est du long terme aussi. Quelqu'un qui fait de l'immobilier, c'est pas pour être riche le mois suivant, c'est au contraire, c'est pour se bâtir des avoirs, et ces avoirs-là se payent sur les années, donc ça crée des montants importants à long terme. Un patrimoine important qu'on peut léguer à nos enfants, qu'on peut utiliser pour financer notre retraite, on fait ce qu'on veut avec. Ça va? Donc là, c'est pour quelqu'un de plus concret comme toi, ça peut être un moyen, mais est-ce que tu es prête à mettre les efforts à gérer des immeubles? Si la réponse est oui, ça peut être un bon véhicule aussi là-dessus. Après, l'entrepreneuriat aussi, c'est une autre façon de s'enrichir. Est-ce que tout le monde est entrepreneur? Pas forcément, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre du temps dans un projet, de prendre des risques. C'est pas tout le monde qui est prêt à vendre des produits, à créer un service. Mais c'est une façon aussi d'enrichir, de diversifier ses revenus. Ça fait que l'immobilier, les placements et l'entrepreneuriat, c'est une façon de dire, je ne veux pas juste dépendre d'un seul salaire, que s'il m'arrive quelque chose, je perds mon emploi, je dépends d'un seul revenu. Si j'ai des placements boursiers, il m'arrive quelque chose, j'ai des placements qui me permettent de vivre pendant X nombre de temps, que je peux vivre des rendements des placements ou d'une partie de cet argent-là. J'ai de l'immobilier, je peux vivre d'une partie du revenu de location que ça me génère. J'ai une entreprise à côté, ça me génère un revenu additionnel que peut-être un jour, je peux arrêter de travailler parce que j'ai une entreprise qui me génère des revenus. Donc, c'est dans l'optique d'atteindre une liberté financière. C'est là où tu comprends que les véhicules de placement, plus tu en apprends, plus tu mets en action aussi. Parce qu'au final, l'immobilier, l'entrepreneuriat, les placements, il faut avoir un plan de match. Tu mets en place le plan de match. Au début, c'est des efforts, beaucoup d'efforts, mais tu reçois des rendements plus tard. Les dividendes se payent après. Donc, au début, c'est toi qui vas mettre de l'effort à t'intéresser au sujet, à ouvrir un compte, à faire des placements, mais l'effet du temps va faire en sorte que tu vas être récompensé ça s'accumule au fil. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je pense qu'il est temps pour vous de commencer à vous intéresser au sujet des placements et des investissements en général. Je sais que, en tout cas, Jean-Marc Cassine est en train de parler avec ses amis H24 sur le sujet des investissements. C'est le sujet numéro 1 qu'on a à la maison. Mais je pense que c'est un sujet, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ton intérêt pour les investissements a augmenté après
l'élection de Trump? Pas vrai, mais on voit beaucoup de plus Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les opportunités qui attirent les gens. Ah ouais. Mais je pense que de plus en plus de gens aujourd'hui s'intéressent c'est sûr. à l'investissement après l'élection de Trump. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité? En fait, souvent, les gens s'intéressent. Exemple, en ce moment, c'est beaucoup la crypto-monnaie. C'est ça. Il y a eu une phase de la bourse parce que après le crash avec la COVID, souvent, il y a des hausses. Donc, quand il y a des hausses, forcément, ça attire les gens parce que là, ils laissent de l'argent dormir dans un compte. Ils peuvent faire du 10, 20, 30 % de rendement sur des placements. Ça attire forcément les gens. Des fois, ça attire pour les mauvaises raisons parce que les gens veulent s'enrichir rapidement. Ils vont prendre des risques alors qu'ils ont des projets à court terme. Et ça, il faut vraiment faire des mises en garde là-dessus. Donc, quand on investit, il faut être prêt à perdre l'argent qu'on investit. Donc, si vous n'êtes pas prêt à perdre l'argent que vous investissez, il vaut mieux mettre dans des produits plus sécuritaires. Mais si on est à l'aise, on a la situation qui nous permet de pouvoir se permettre justement d'investir dans des produits plus risqués. On peut mettre une partie de notre avoir là-dedans. Pas forcément 100%, mais on peut risquer une partie, dire, je veux apprendre sur le sujet. Je peux commencer maintenant, tu peux commencer là avec $100. C'est ce que j'allais te dire, au fait. Donc, toi, tu vois comme si, il faut que je m'intéresse du jour au lendemain au placement, il faut que je mette tout mon argent là-dedans. Ben non, pas du tout. L'éducation, c'est progressif. Donc, tu peux commencer par ouvrir avec $100, $500 un compte. Tu fais tes premiers placements. En même temps, tu lis sur le sujet. Et plus tu vas faire des placements, plus tu vas t'intéresser, en fait, au sujet. Parce que tu vas vouloir être en meilleur contrôle. Tu vas vouloir avoir des meilleurs rendements. Tu vas avoir des meilleurs résultats. Et forcément, ça va amener à t'informer encore plus, à aller chercher les bonnes ressources, etc. Puis, quelqu'un qui ne veut pas du tout perdre d'argent, même pas le $100, il existe des plateformes où tu peux faire des simulations. C'est vrai. Donc là, c'est avec de l'argent fictif. Tu déposes $10 000 fictifs. C'est gratuit. Tu testes. Ça fait que les gens peuvent essayer Questrade, qui est une plateforme d'investissement qui offre un simulateur que les gens peuvent essayer. On existe plein d'autres, là, que les gens peuvent essayer. Et après, ils voient que finalement, la bourse, on en fait comme si c'était quelque chose de hyper compliqué. Mais au final, c'est quand même relativement simple quand on s'intéresse un peu au sujet. Donc, et souvent, ça, c'est des croyances limitantes. C'est ça. Et si on n'a pas grandi dans une famille qui fait de l'investissement, si on n'a pas un entourage avec qui parler, comme Yessine, qui parle au quotidien de ça, forcément, ça nous paraît compliqué, ça nous paraît inaccessible, alors qu'au final, c'est juste de se plonger ou de s'entourer des... Ça nous paraît réservé aux riches, au fait. Exactement. Mais ça, c'était en quelque sorte vrai il y a très, très longtemps, parce qu'avant... L'investissement, c'est pour les riches. Oui, parce qu'avant, il fallait avoir un patrimoine pour faire des placements, il fallait avoir des mises de fonds de départ élevées. On payait beaucoup de frais de transaction aussi avant, les plateformes qui permettaient l'investissement. Aujourd'hui, tu me dis, avec $100, on peut commencer des prémices. Tu peux commencer, donc le montant minimum est faible, et surtout, tu peux commencer avec des transactions gratuites. Donc là, c'est un énorme avantage pour les gens. Puis aussi, je pense que c'est également l'occasion pour les personnes qui maîtrisent déjà le sujet d'inculquer ça à leurs enfants, parce que c'est le moment d'inculquer l'éducation financière, l'investissement, etc. Je pense qu'on va arriver... C'est ta rubrique préférée. Oui, c'est ma rubrique préférée. Je pense qu'on va... Oui, c'est ça, la rubrique la plus fun de l'épisode. Et au fait, on va faire un petit mythe ou vérité. Okay? Donc, selon toi, c'est quoi les mythes? Attends, j'avais écrit. Non, mais c'est vrai. Oui. Commençons par ça. Les nouveaux arrivants ne peuvent pas construire un patrimoine au Canada. Mythe ou vérité? C'est un mythe complet. Là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est que les familles ici, puisqu'ils viennent à l'âge de 35, 40 ans, etc., c'est comme un peu trop tard pour eux de construire un patrimoine. Littéralement, je vais dire ça comme ça en bon arabe. Les gens ne se font pas l'argent au Canada. Ce que je peux encourager les gens de faire, c'est de lire un livre qui s'appelle La retraite à 40 ans. C'est écrit par Jean-Sébastien Pilote, qui lui a réussi à atteindre l'indépendance financière en 15 ans. Donc, il explique dans son livre, étape par étape, comment il a réussi à le faire. Et lui, il gagnait en moyenne un salaire moyen de 55 000 $ par année. Donc, ça vous donne une idée que c'est possible. Et le Canada, c'est quand même un paradis fiscal pour les parents qui ont des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'incitatifs qui sont donnés pour les parents, comme on mentionnait tout à l'heure. Donc, bâtir un patrimoine, si en plus vous êtes un parent d'enfant, c'est très faisable parce que, justement, tout est accessible, en fait.
Après, c'est sûr, ça demande des sacrifices. Si on passe tout de suite en mode consommation, comme on disait, ben, c'est sûr, ça devient plus compliqué quand on se crée un niveau de vie qui est élevé. Ouais. Mais si on a ça comme objectif, ben, c'est très faisable. Puis, on peut lire des livres sur le sujet. Il y a des blogs aussi qui existent. Retraite 101, qui est un très bon blog au Québec, là, en français, qui vulgarise le tout. Et on peut s'inspirer un peu du parcours des autres qui auront réussi à l'atteindre en l'espace de 15-20 ans, complètement libres financièrement, qui vivent que des rendements de leur placement. Ouais. Donc, c'est un gros mythe. Donc, c'est un gros mythe. Ça dépend de plein de facteurs, mais surtout, la vitesse à laquelle on l'attend. C'est sûr que plus jeune on commence, l'avantage, c'est que le rendement composé, l'effet boule de neige, va donner son impact très rapidement aussi. Donc, plus jeune on commence, moins d'efforts financiers on a besoin de fournir. Quand on commence plus tard, c'est sûr que ça demande un peu plus de sacrifices. Ouais. Mais généralement, quand les gens arrivent, ils n'arrivent pas complètement sans patrimoine du tout. Souvent, ils arrivent quand même avec un petit patrimoine où ils ont déjà une retraite. Je vais te dire honnêtement, non, parce que une fois avec tout le patrimoine qu'ils ont, une fois qu'ils arrivent ici, c'est écoulé les 3 premiers mois. Ouais. Donc, littéralement, c'est le cas pour la plupart des familles ici, c'est qu'ils vont commencer à zéro. À zéro à l'âge de 35, 40, 45 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, s'ils commencent à zéro, comme je l'ai dit, c'est faisable. S'ils commencent avec une petite base, ça va leur permettre de l'atteindre encore plus rapidement. Mais c'est possible. Mais c'est possible, c'est ça. Et souvent, un des volets, c'est la retraite. Souvent, les gens vont dire, j'arrive tard ici, donc j'ai moins cotisé à la retraite ici. C'est vrai. D'où l'importance de faire des placements, parce que justement, ça va nous permettre de compenser ce facteur-là. Puis des fois, on a des retraites d'ailleurs qui peuvent venir s'ajouter. Mais c'est sûr, c'est du cas par cas, évidemment. Mais oui, c'est possible. Et j'en croise à tous les jours des gens qui sont arrivés tard au Québec, au Canada, et qui réussissent à se bâtir des très bons patrimoines. Il y en a qui font de l'investissement immobilier, il y en a qui font des placements boursiers, il y en a qui lancent des entreprises ici au Canada. Prendre les bonnes décisions. Exactement. C'est juste ça. Et ne pas tomber dans les pièges qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ne pas tomber dans les pièges et surtout ne pas rester dans un mindset passif. Exactement. Juste, on va rester paycheck to paycheck. Ouais. Et puis... C'est sûr que si on se contente du peu, on se contente des prestations gouvernementales, on vit juste des aides, c'est sûr que ce sera compliqué, voire impossible de réussir à ça. Mais quelqu'un qui a moindrement l'envie puis qui est proactif, comme tu as dit, qui n'est pas passif, c'est très, très faisable. Et il ne faut pas oublier que le Canada aussi, exemple, pour quelqu'un qui veut se partir en affaires, c'est hyper facile. Donc, en réalité, on a quand même des ouvertures. Faire de l'immobilier, c'est très facile aussi. Il y a des opportunités partout. Donc, il y a des opportunités qui sont là, qui vont te permettre justement d'accélérer le processus. Donc, souvent, les gens ne saisissent pas les opportunités. Ils attendent que ça vienne vers eux. C'est sûr, quelqu'un qui attend, il va se réveiller un jour puis il va dire finalement, le Canada, ce n'était pas une bonne décision parce que c'est impossible de se bâtir un patrimoine. Non, c'est pas impossible. Tu t'es pas donné les moyens de le faire. Merci d'avoir dit ça. Ça, c'est c'est vrai. C'est un pays d'opportunités. D'opportunités, oui. Il y en a qui les saisissent, il y en a qui les saisissent pas. Il y en a qui subissent. Oui. La deuxième question. OK, alors ça, c'est vraiment plus pour toi, personnellement. C'est quoi ta plus grosse bêtise financière? Bêtise financière, ça serait quoi? Je me suis inscrit à l'université pour faire ma maîtrise. Puis, comme je vous avais dit, je voulais aller en finance, courtier en bourse. Puis, au final, j'ai jamais fini, en fait, ma maîtrise. Donc, j'ai payé des frais de scolarité, puis un parcours que, finalement, ça n'a jamais abouti. Puis, pourtant, j'étais pratiquement à la fin du parcours. Il me restait juste le mémoire à faire, mais c'était un processus que je voyais moins d'intérêt, puis surtout, c'était pas forcément la direction où je voulais aller. Donc, je te dirais, c'est un petit peu ça, là, c'est d'avoir payé des frais pour des études que j'ai jamais... Ça va, c'est pas une grosse bêtise. Ça va. Mais c'est quand même de l'argent jeté par les fenêtres, quoi. Donc, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il y a des erreurs financières qu'on fait des fois que l'apprentissage qu'on en fait est plus bénéfique que le coût réel qu'on fait. Je vois des gens investir dans des placements aussi hyper à risque. Du jour au lendemain, ça ne vaut rien. Mais des fois, c'est un passage obligatoire pour apprendre puis nous calmer ou nous faire des meilleurs choix par la suite. Donc je te dirais ça. Ouais.
Moi, je vais peut-être parler de la dernière. C'est pas un mythe ou une vérité, mais est-ce que tu peux nous donner un conseil phare, le conseil que tu vois que c'est le conseil le plus important à donner à une personne qui veut bien réussir financièrement au Canada? J'ai bâti un outil là-dessus, donc je dirais c'est la gestion budgétaire, parce qu'une personne sur deux fait un budget ici au Canada. Donc, ça donne une idée un petit peu de l'importance, ou du moins le fait que beaucoup de gens n'accordent pas d'importance plutôt sur ce sujet-là. Donc, je pense d'être en contrôle de l'argent et de bâtir une bonne relation à l'argent. Parce que ça change tout. Si on a une mauvaise relation à l'argent, justement, on ne veut pas s'intéresser au sujet, on ne veut pas faire un budget, on ne veut pas être en contrôle. Et au final, ça peut vraiment nuire à notre avenir financier parce que c'est des dépenses qu'on fait qu'on aurait pu éviter. Donc, de vraiment de structurer ses finances, notamment à l'aide d'un outil comme un budget, et d'essayer d'avoir une saine relation à l'argent. Oui. Donc, de changer son état d'esprit par rapport à l'argent. Donc, de ne pas voir l'argent comme quelque chose de mauvais ou quelque chose qu'on veut... Comme un obstacle. Un obstacle. Au contraire, c'est un outil qui va nous permettre de réaliser nos projets. Donc, plus on s'intéresse à ce sujet-là, plus on prend le temps de s'asseoir. Et souvent, les gens procrastinent la tâche. C'est qu'ils vont pas prendre... puis moi, je donne vraiment le conseil de s'asseoir 30 minutes, 1 heure par semaine, juste pour faire l'inventaire de ses finances, faire une liste des projets qu'on a, revoir son plan financier, ses placements, etc. C'est un peu comme l'exercice. Plus on en fait, plus ça donne des résultats. Si vous faites juste une fois, vous faites juste vous asseoir, faites votre budget, vous dites ça y est, j'ai fait mon budget, je suis bon maintenant. Puis vous ne revoyez plus votre budget de l'année ou par la suite, ça ne va donner aucun résultat. Donc, c'est vraiment de garder une certaine habitude ou un rituel de régulièrement prendre soin de ses finances. OK. Donc, le budget, c'est vraiment la première étape. Et je pense que... Et le budget, souvent, le budget va amener à d'autres choses, à faire des meilleurs choix au niveau des placements, à couper des dépenses, à faire des lunchs le midi au lieu de manger dehors, à peut-être revoir son budget pour les achats de vêtements, acheter de seconde main, réutiliser des trucs. Donc, le budget nous amène aussi à se questionner sur ses habitudes de consommation. Puis nos habitudes de consommation, on peut les améliorer, on peut les changer avec le temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et on améliore ce qu'on mesure. Donc, si je ne le mesure pas, j'ai aucune idée où mon argent va, c'est sûr que je ne peux pas modifier mes habitudes. Si je regarde mon relevé bancaire, je fais mon budget, puis je vois Uber Eats, je vois Amazon, je vois ça, je fais le total, puis c'est souvent le total qui fait peur, parce que une seule dépense, $50, ça va, mais quand on fait le total mensuel, total annuel, puis là on fait comme, OK, tout mon argent est parti là-dedans, et avec $1,000, $2,000, $3,000, j'aurais pu faire un voyage, j'aurais pu mettre de l'argent pour les études de mes enfants, j'aurais pu mettre de l'argent pour la mise de fonds. C'est là où on prend conscience et c'est là où on va peut-être pas éliminer, parce qu'on peut pas, on a toujours des trucs, mais trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. Non, c'est un très, très bon conseil. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci beaucoup, Youssef, pour cette entrevue. Je ne veux pas que ça finisse. On aurait pu parler pendant des heures. C'est vrai. Peut-être qu'on pourrait faire un autre épisode sur l'entrepreneuriat ou les placements. Exactement. Tout ce que tu diras est intéressant. Et voilà, donc les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, vous êtes spéciaux, vous êtes uniques. Et merci beaucoup. Mettez-nous en commentaire, juste pour qu'on sache que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode avec Youssef. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Au revoir. Bye. Bye tout le monde.